Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ici dans un château au pied de la Loire. Nous sommes en 1384 et je vais passer 24 heures dans la vie d'un chevalier du Moyen-Âge. C'est parti! Ah, mec-toi! Il saigne comme un porc! Tout à fait. Chevalier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il n'y a pas si longtemps, avec Florent et François, on était partis voir des bâtisseurs de châteaux qui construisaient une forteresse comme au Moyen-Âge. Et bien voilà, je suis maintenant un chevalier du XIVe siècle. On est en 1384 ici au château de Bure-en-Lure et je vais passer 24 heures dans la vie d'un chevalier. Royaume de France en 1384. Depuis plusieurs décennies, la guerre de 100 ans fait rage entre les royaumes de France et d'Angleterre. Les deux puissances féodales se livrent une bataille sans merci pour s'octroyer la couronne de France. Au château de Bure-en-Lure, dans le duché de Berry, les vassaux du duc tiennent la place forte. Les Anglais se trouvent à seulement quelques kilomètres de là, de l'autre côté de la Loire. Fief défensif stratégique, ce château jouera un rôle majeur dans la région pendant la guerre de 100 ans. Donc là, Frédéric, on est dans la cour du château, c'est ça? Oui, donc là on est vraiment à la cour du château. C'est-à-dire que la cour du château, donc il y a différentes parties. Il y a la première partie, là, la tour qui est vraiment du XIIIe siècle. On voit que c'est du XIIIe siècle parce que la tour est vraiment carrée. Ouais. Après les autres parties sont rondes. C'est vraiment un château qui a énormément vécu. Donc il a connu la guerre de 100 ans, il a connu la Révolution française. On voit l'évolution de l'histoire dans le château, à la fois à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Bon, on va monter. On est vraiment dans les entrées du château. Les amis, c'est un truc de fou, le château est immense, il y a 1 millier de pièces. Si on me laisse tout seul dans le château, je pense qu'au bout d'un quart d'heure, je suis complètement perdu. Parce qu'en fait, il séparait les pièces où les nobles venaient et les pièces des servants. Donc il y a plein de petites portes dérobées, plein de petits passages, des escaliers un petit peu poussiéreux en bois et tout. Et à côté, vous avez les grands escaliers en pierre qui étaient évidemment réservés aux nobles, comme ici. Et vraiment, on est dans un labyrinthe. Le château est fantastique. Là, c'est une préparation à base d'huile, d'oignon, de thym, de romarin et de laurier, dans laquelle j'ai mis un petit peu d'hypocras. C'est Chérie qui les a ramenés. Elle a toujours bonne. Non, c'est pas moi ça. Ça c'est Je Fred. préfère imaginer que c'est toi qui as ramené les beliches. Oui, d'accord. Est-ce que c'est possible de Oui. récupérer un verre et un pichet? Ça te convient? Super. Nickel. Il y a un sens? Bah là c'est bon, là comme ça, ouais, très calme. Ah, attends, c'est bon. On va remettre le tabac par-dessus. Voilà.
comme ça. Impeccable. Donc là, tu me disais, je vais avoir une vingtaine de kilos? Ouais, une vingtaine de kilos à peu près. Et normalement, c'est 40 kilos. Et ce qui est fou, c'est qu'on a souvent l'impression que les chevaliers, c'était un peu des boîtes de conserve qui, une fois qu'ils étaient par terre, ils pouvaient plus se relever, mais c'était pas tellement le cas, quoi. C'était pas vraiment ça. En fait, ils avaient des harnais. Les harnais répartissaient relativement bien la charge. Et du coup, un chevalier au sol arrivait très bien à se relever. Donc c'était limite plus long de mettre l'armure que de faire le combat, quoi. C'est ça. Bon, je suis presque équipé et il fait chaud là-dedans. Je vous avoue qu'on a vraiment l'impression d'avoir tout le poids sur soi et je pense que ça va être un petit coup à prendre pour se déplacer correctement. Mais en tout cas, on est prêt à aller se battre, casser la gueule des Anglais. Alors. Là, tu m'emmènes la lame en bas. Et là, tu fais ce que tu veux. Ok. Bien. Bon les amis, on sait tous que l'épée c'était l'arme de prédilection des chevaliers, mais ils n'avaient pas que ça. Ils avaient aussi des haches et ils avaient aussi d'autres petites joyeusetés comme ça. Alors ça peut paraître pas très violent. Sauf que imaginez quand vous avez une armure qui ressemble à une boîte de conserve, ça c'est un véritable ouvre-boîte. Ça devait être assez brutal. Moi je vais rester à l'épée. Bon les amis, je comprends pourquoi les chevaliers avaient des montures, parce que à mon avis marcher comme ça pendant des kilomètres ça doit être un vrai enfer. L'armure est super lourde et encore là je suis équipé très légèrement. Faut savoir que les chevaliers qui avaient les plus grosses armures, elles pouvaient peser jusqu'à 40 ou 50 kilos. Là j'ai même pas 20 kilos sur moi et je crève déjà de chaud, c'est vraiment pas facile. Les amis, l'entraînement à l'épée est terminé et avant de passer à l'arc, j'aimerais en profiter pour vous parler un petit peu des chevaliers et de leur histoire. En fait, les chevaliers sont arrivés à peu près au milieu du 9e, 10e siècle et au début, c'était pas les guerriers saints tels qu'on les connaît, c'était surtout des gens qui avaient assez d'argent pour s'acheter un cheval, une armure et des armes et pour les entretenir. Au début, c'était simplement des guerriers qui dédiaient leur vie au combat et qui avaient peut-être des terres ou qui avaient des moyens financiers qui pouvaient financer tout ça. Et puis est arrivé le 11e, 12e siècle où la chrétienté était extrêmement importante, surtout en France. Et petit à petit, ils se sont emparés du chevalier, ce guerrier, et l'ont moralisé. Dans un sens, ils ont créé toute une série de rituels, tout un code d'honneur du chevalier. Et pour devenir chevalier, c'était vraiment l'épreuve d'une vie. D'abord, seuls les nobles pouvaient être chevaliers. Et ensuite, il fallait suivre une véritable éducation. Au début, on était un galopin, c'est-à-dire on allait dans les écuries, nettoyer les chevaux, apprendre à connaître les chevaux, puisque c'est l'outil principal du chevalier. Ensuite, on devenait un page, on était au service d'un seigneur, on apprenait les bonnes manières, comment parler, comment lire. Ensuite, on devenait un écuyer. Seulement, à ce moment-là, on allait avec un chevalier sur le champ de bataille, et à partir de 20 ans, et si on avait été assez brave et assez courageux sur le champ de bataille, seulement là on pouvait devenir un chevalier. Et encore, pour devenir chevalier, c'est toute une cérémonie. Imaginez-vous, la veille de votre adoubement, c'est la cérémonie, vous devez passer une nuit entière avec la personne qui vous a parrainé dans une chapelle. Vous devez prier toute la nuit, vous êtes entièrement vêtu de blanc. C'est d'ailleurs de là que vient l'expression passer une nuit blanche. Ensuite, le lendemain, vous avez rendez-vous avec votre seigneur et c'est une grande cérémonie dans laquelle ce dernier vous adoube, c'est-à-dire qu'il va prendre son épée et qu'il va frapper sur vos deux épaules et sur votre tête avec le plat de l'épée. Il va vous faire chevalier. Vous devez prêter serment sur l'évangile avec une main posée dessus. Vous devez promettre de servir la veuve et l'orphelin, de ne pas tuer, de suivre les commandements de la chrétienté. Seulement après, on vous remet votre armure, on vous remet une épée bénie et vous devenez officiellement chevalier.
Une fois que vous étiez chevalier les amis, vous étiez au service de votre suzerain ou alors vous étiez à votre compte, mais dans tous les cas vous dédiez votre vie au combat. Alors ça vous apportait certains avantages comme le fait de ne pas avoir à payer d'impôts, mais bon, vous risquiez votre vie à chaque fois que votre seigneur avait besoin de vous. Il faut savoir aussi que les chevaliers se faisaient de l'argent non pas en tuant, mais en capturant leurs ennemis. Ils demandaient ensuite une rançon à leurs adversaires et ça faisait partie intégrante du modèle économique du chevalier, si je peux me permettre. Et même pendant les grandes batailles, et les chevaliers qui étaient avec leurs hommes n'hésitaient pas à faire quelques petits prisonniers, histoire de se faire un petit peu d'argent à côté. Pendant plus de 2 siècles, la chevalerie est l'élite militaire française. On imagine les chevaliers glorieux, puissants, invincibles, vertueux, notamment à cause de tous les récits du roi Arthur, les récits de la table ronde qui mettent en avant ces chevaliers légendaires. Et puis, leur réputation commence à décliner et leur utilité en combat aussi à partir de la guerre de 100 ans et à partir du 14e, 15e siècle. En effet, de plus en plus de seigneurs, notamment le roi d'Angleterre, utilisent des armées régulières, c'est-à-dire pas des chevaliers qui sont appelés au combat, mais simplement des paysans qui sont disciplinés, ordonnés, qui sont très mobiles, qui portent des armures légères, qui peuvent se mouvoir dans tous les terrains. Et les chevaliers ont beaucoup de mal à rivaliser, notamment face aux archers gallois par exemple. Cela vaudra plusieurs défaites majeures aux Français pendant la guerre de 100 ans, notamment à la bataille de Crécy et à la bataille d'Azincourt. Et puis ensuite, l'invention de l'artillerie et la prédominance des armes à distance sur ces bonnes vieilles armes de corps à corps feront que les chevaliers vont petit à petit disparaître de la composition militaire des armées du monde. Il faut savoir qu'encore aujourd'hui, par contre, vous pouvez croiser des chevaliers, mais il s'agit principalement d'un ordre qui peut être quelque chose lié au mérite, quelque chose lié à la religion. Il y a encore des sociétés de chevaliers aujourd'hui, mais ne vous imaginez pas croiser dans la rue quelqu'un en armure avec une épée et un casque, ça a bel et bien disparu. Un petit peu d'andouillette, un peu de rôti, et puis bien sûr des choux, des navets, des carottes et ainsi de suite. Donc faites-vous plaisir, nous avons un plateau de charcuterie qui est à votre disposition. Bon, ce soir on meurt pas de faim, on est convié à un banquet par le Seigneur et je peux vous dire qu'au banquet on mange et on boit. On boit de l'hypocrase, c'est du vin avec des épices, c'est une boisson très très populaire au Moyen-Âge. Et on mange des plats qui ont été préparés ici, c'est de la soupe, c'est des plats de saison et on a aussi une terrine. Oh! Ah, maille-toi! Il saigne comme un porc! Qu'est-ce qu'ils t'ont touché là? Si, je crois. Oh, on a pour le choix, il va falloir cautériser. Elle est pas mort! Il faut l'amputer! Non! Non! Ferme ta gueule! Non! Ça va faire mal! Ça va faire mal! Ah! Ah bah! Coup de feu! Coup de feu! Qu'est-ce que c'est maintenant? Bon, on va tirer un coup avec ce trait à poudre, donc c'est un peu l'ancêtre du fusil. En gros c'est tout simple, hein, c'est une sorte de tuyau en métal, on met une mèche, on met de la poudre, on allume et ça pète. L'objectif, comme tu me disais, c'était de faire peur aux chevaux justement de la cavalerie adverse. On tirait, les chevaux paniquaient à cause du bruit du canon et automatiquement ça causait du désordre, ils perdaient le contrôle et c'était en fait plus pour déstabiliser plus que pour tuer quoi. Exactement. Hop, un petit peu de poudre noire. On bourre le canon. Et ça tu perds une main. De Tu peux perdre une main normalement avec tout ce que tu as. On va éviter, hein, je préfère utiliser mes mains. C'est bien, faut
Merde, c'est fort, vraiment fort. Pas serein quand même parce que c'est de la poudre explosive en dessous. Tu avances, tu mets comme ça. Tu te cales sur le ventre en fait, pour pas que ça bouge, parce que t'as un petit recul en fait quand ça tire. Ouais, je crois que... Reculez-vous s'il vous plaît. C'est chargé, c'est l'ancêtre du fusil. On va voir ce que ça donne. Celui qui pas veut serein tirer, quand c'est même. maintenant. C'est parti. Bout de feu. Hey, on l'avait bien chargé celui-là. Bon les amis, la nuit est tombée, on est ici dans une tente de notre campement. On est avec Frédéric, du coup le président de l'association La Ménie du Lion et de l'Hermine. C'est ça. Depuis combien de temps est-ce que tu fais ça et qu'est-ce qui te passionne dans la reconstitution historique? Est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que c'est vivre le truc? Est-ce que c'est partager? En fait, l'association l'a montée il y a à peu près 4 ans. Et au fur et à mesure des médiévales, on a commencé à avoir pas mal de gens qui venaient nous voir. Les amitiés se sont créées. Et au fur et à mesure d'une association où on est parti de 2, on s'est retrouvé maintenant une association où on est une petite quinzaine. Du coup, on fait à peu près 5 à 8 médiévales par an. Ce week-end, on est ici autour de ce château médiéval. On est tous ensemble, c'est une reconstitution incroyable. Il n'y a pas de public. D'habitude, quand tu fais des reconstitutions, il y a du public et c'est important aussi de pouvoir partager ça. En fait, c'est une des raisons aussi pour laquelle on fait du médiéval, c'est pour partager avec le public tout ce côté histoire qu'on n'a pas dans les bouquins. En fait, à l'école, on voit certaines choses sur le Moyen-Âge, mais ça reste dans des livres. Et en fait, quand on a le public qui vient nous voir, ils voient des armes, ils voient du combat, ils voient de la cuisine. La cuisine est vraiment un atelier à part entière. Et en fait, on voit les gens qui repartent avec des étoiles dans les yeux. C'était la reproduction d'un vrai combat, si tu veux. C'est-à-dire que les gars, ils arrivent, ils sont pas là pour faire ting, tchang, tchong, tu vois. Les gars, ils arrivent. Bon, il est un peu plus de minuit et là, on va aller faire un petit tour de garde autour du château. Il faut savoir qu'on laisse jamais un château fort sans surveillance, surtout en état de guerre. Donc, petit tour, histoire de voir que tout se passe bien et puis après je passerai le flambeau et je pourrai enfin aller me reposer parce que cette journée a été vraiment épuisante les amis. Les amis, ce qui est ouf, c'est que ce soir la nuit est vraiment ultra claire, la lune est presque pleine, il n'y a pas de nuages et je pense que même sans le flambeau on pourrait complètement aller faire des tours de garde, on voit le château, on voit tout, c'est vraiment une nuit super claire et bien étoilée, franchement on pouvait pas rêver mieux. Oh. Bon les amis, la journée est terminée. J'ai rempli mon devoir d'écuyer, de chevalier. Donc là, ça va être nuit de sommeil sur ce matelas en toile avec de la paille à l'intérieur. J'ai un oreiller également en toile. J'espère que je vais mieux dormir que la dernière fois et qu'il fera un petit peu plus chaud. En tout cas, ça commence déjà sérieusement à se rafraîchir. Donc voilà, allez, c'est parti. Bonne nuit. C'est pourquoi, en ce jour
j'ai décidé de vous adouber. Genoux à terre. Vous répéterez à chaque fois les paroles, après les paroles que je réciterai. Oui, je le veux. Tu défendras tous les faibles. Oui, je le veux. Tu seras toujours le champion du droit et du bien contre l'injustice et le mal. Oui, je le veux. Donc en ce jour, moi, duc de Berry, ai décidé de te faire chevalier. Lève-toi. Non, remets-toi. Je suis ému d'adouber 2 chevaliers en une fois, ce qui est rare. Par Saint-Georges, par Saint-Michel, je te fais chevalier. Tu peux te relever. Et comme j'ai dit précédemment, ceci pour ne pas oublier ta promesse. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu de venir passer cette journée au Moyen-Âge, au XIVe siècle, en ma compagnie, dans ce cadre incroyable, dans ce château médiéval. Je tiens tout particulièrement à remercier la Ménie du Lion et de l'Hermine, les Tours de Passy et Raising Mystery, ainsi que tous leurs membres qui se sont démenés pour me faire passer un moment en immersion au Moyen-Âge. C'était vraiment une expérience de fou. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et je vous propose de vous retrouver dès la semaine prochaine en compagnie de Florian et François pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.